Peut-on s'aventurer loin hors route, hors des sentiers battus et loin de toute borne de recharge avec une voiture électrique en 2025? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui à Plus de Millage. Alexandre et moi, on va se rendre là, au chalet là, de ma famille qui est perdu très loin au Lac-Saint-Jean. Donc, à partir de Roberval, il faut compter environ 150 km de chemin forestier total, à peu près 75 allées, 75 retours pour se rendre à la destination. Ça fait des années qu'on veut faire ça dans un véhicule électrique. Puis là, on demande au constructeur, pouvez-vous nous prêter un pick-up électrique? Puis ils disent jamais oui. Donc, on s'en est trouvé un pour faire cette aventure-là. Alexandre va vous décrire le véhicule qu'on va utiliser pour notre grande aventure aujourd'hui. Donc, essentiellement, on a un Silverado EV 5WT 2025 avec une batterie 20 modules Ultium de 186 kWh. En ce moment, on est en train de recharger là, sur une borne de 500 A, 350 kW. Juste pour vous dire, là, quand on a branché autour de 27 % ça a rentré à 300 kW, on ne s'est pas cassé la tête. On doit être assez proche de la fin, là, si je regarde. On doit être au-delà de 60 % là. Ça va quand même vite. On ne pourra pas le charger à 100 % dans le départ. On va probablement arrêter à 80-90 %. Écoutez, c'est peut-être ça le défaut des autos électriques. Là. Aller chercher le 100 % c'est toujours long, mais à la fin, on en a en masse d'énergie. On va faire le tour vite. Donc, sur ce modèle, là, il est de base, c'est un WT. Essentiellement, où est-ce qu'on a trouvé ce véhicule-là? C'est le véhicule de mon frère. Demandez-vous pas c'est qui a vendu ça à mon frère, là. Anyway, dans le fond, là, les particularités de ce véhicule-là, c'est qu'on a des roues de 18 pouces, mais évidemment, on est sur un véhicule de 3645 kg. Je pense que c'est la plus haute massette que j'ai vue sur une immatriculation de la SAC. C'est quelque chose. Fait qu'on a des pneus 18 pouces, on a des roues avec 8 écrous. C'est le bordel. J'essaie de trouver des roues d'hiver pour ce véhicule-là. C'est impossible. Hein, on a une boîte d'à peu près 6 pieds à l'arrière. Il est de base. Hein. Il n'y a pas de mid-gate, il n'y a rien. Mais on a une recharge, là, 800 volts. Là, regardez, on est à 71 %. Puis on tire encore 173 kW. Fait que c'est du stock ici. Ça, je m'attends à une consommation de peut-être 35 à 40 kWh par 100 km. On verra bien. On va se mettre en route maintenant. On est sur la route, là, ça fait quelques dizaines de kilomètres qu'on conduit dans le superbe parc des Laurentides, dans la réserve faunique des Laurentides. La plus belle route au Québec, selon moi et Alexandre, la 175, qui a été construite selon les plus hauts standards de sécurité. Quelques minutes après être parti, là, ça s'est stabilisé. Ça nous a dit qu'on va arriver à 36 % de batterie à Roberval. Donc là, on l'a peut-être pas expliqué au début, là, mais tout le contexte de la recherche, c'est qu'Alexandre quittait Montréal pour venir me rejoindre à Québec ce matin. Puis il n'était pas à 100 % avant de partir de Montréal. Dans tous les cas, il fallait charger avant de quitter Québec, là, mais dans un scénario idéal, il aurait dormi à Québec et on serait parti à 100 %. On n'a pas pu faire ça, malheureusement, donc ça explique la première recharge, là, mais c'est comme extra-curriculaire, disons. Ça ne fait pas partie du scénario normal. Fait qu'on devrait arriver à Roberval à 10h43. Là, on roule à une vitesse normale. Là, on ne veut pas juste brûler là, toute notre capacité de batterie. Et notre consommation moyenne est de 2 km par kWh. Fait que 50 kWh par 100 km. Pourquoi? Bien, parce qu'on monte beaucoup en altitude. Là, veut pas, on va monter à plus de 800 mètres éventuellement. Et généralement, là, notre consommation est plus élevée durant la première moitié de la route du parc. Puis ça diminue par la suite. Là. C'est tout à fait normal. Quand on s'arrête à la station du Mont Apica, on en profite toujours pour faire quelques prises de vue. Des roues de 18 pouces, mais les pneus là, sont gonflés à plus de 55 PSI. On a presque des pneus de 2500 parce que c'est un véhicule qui est tellement lourd. Si vous me suivez, on a le petit E hein, qui nous fait reconnaître que c'est un Silverado EV, mais c'est un véhicule complètement différent. La petite ligne de toit qui nous rappelle le Avalanche, mais en fait, là, ça, c'est juste du plastique, c'est pas structurel. Je sais pas trop pourquoi GM a fait ça comme ça. Si on va à l'intérieur et qu'on déverrouille les portes, bien, on a un intérieur un peu spartiate, hein, des sièges en vinyle, un plancher en caoutchouc. Donc, on est vraiment là dans un work truck, quoi qu'on a plus d'équipement que dans un work truck régulier. Ce qu'on aurait vu historiquement là, dans par exemple, un vieux F-150 XL. Ici, nous avons tous nos cossins, patentes et gugus. J'aime beaucoup ça que l'assise des sièges se relève très haut. Port de recharge, évidemment, c'est là qu'on va bénéficier de nos 300 kW
Là, ici, le véhicule il est équipé du couvre-tonneau, donc couvre-boîte souple de Chevrolet. On n'a rien là, à mettre à l'intérieur. Fond de caisse pulvérisé. Nous avons aussi accès à des prises, voyez, 120 volts et une prise 240 volts avec 7,2 kW de puissance. Ça, c'est vraiment pratique si vous travaillez dans la construction et que vous avez besoin, par exemple, de faire fonctionner un compresseur. Ça évite d'avoir un compresseur à essence. On a aussi là l'antenne CB qu'on a placée sur le toit. On va en avoir besoin pour être sécuritaire dans les chemins forestiers. Fascinant puisque c'est pas des vérins électrifiés. Donc là, on a quelques bagages là, qui ont été placés ici. Un peu moins spacieux que celui du F-150 Lightning, il faut le dire. Mais quand même quelque chose qu'on n'a pas dans les camionnettes. Vous pouvez mettre votre épicerie ici à l'abri des intempéries ou quelques bagages, ce que la plupart des camionnettes n'offrent pas. 500 chevaux sous le capot. Bien sûr, toutes les versions sont à 4 roues motrices, 186 kWh et tout ça, c'est bon pour 679 km d'autonomie selon Ressources naturelles Canada. Nous sommes arrivés à Roberval, un endroit que je m'étais dit, ça fait 2 ans avec Gabriel, je me dis un jour on va venir avec un Silverado EV, on va recharger cette borne 180 kW. Bon, 2 ans plus tard, ça arrive. Donc, on est arrivé à 37 %. On avait 156 kWh lorsqu'on a quitté, on est arrivé à 67. Donc, 156 kWh moins 67, on a consommé 89 kWh, puis on a parcouru 258 km, donc 34,5 kWh par 100 km. Donc, on a fait la consommation sur autoroute à peu près. On s'est branché comme c'était à 38 %. Là, on tire le maximum que cet équipement-là peut tirer. On tire 175 kW. Que cette voiture-là peut charger en mode 800 volts. Mais c'est essentiellement un véhicule architecture 400 volts parce que dans ce véhicule-là, vous avez une batterie de Cadillac Lyriq puis une batterie de Cadillac Lyriq ensemble. Ça, c'est pour la version là, 212 kWh, mais imaginez, là, 2 batteries de Equinox EV une par-dessus l'autre. Surprenamment, des pneus d'hiver là-dessus là, que j'achète pour mon frère, Firestone Winter Force, c'est 1300 $, donc c'est pas si pire. On va remonter le statut de charge là, minimum à 80 %, peut-être un peu plus. Puis là, on va aller faire notre premier leg de 75 km dans le bois. Notre arrêt de recharge est terminé. Là, on a quitté Roberval puis on a entré là, dans la région forestière où on se rend. Donc, on est dans les chemins forestiers. Au niveau de la recharge, en 30 minutes, on est passé de 38 à 81 % puis on a mis 80 combien kilowattheures? 82 kWh. Ça a coûté 40 $. Donc, ça, c'est l'arrêt qu'on ferait typiquement. Si on était parti à 100 % de Québec, on aurait probablement chargé moins longtemps. Mais de toute façon, comme le trajet total qu'on va faire aujourd'hui, incluant une portion VTT après, c'est comme 6 heures, fait qu'il faut toujours arrêter de manger de toute façon. C'est juste que là, on a choisi d'aller manger au Subway près de la borne de recharge à Roberval. Ça fait une dizaine de kilomètres qu'on fait dans le bois, dans les chemins forestiers. C'est très confortable, très souple, le Silverado EV. Ça sautille pas vraiment là, comme certaines camionnettes. On sent peut-être que les pneus sont quand même fermes, puis ça, c'est la réalité d'avoir un véhicule qui est extrêmement lourd. Mais sinon, là, c'est sans effort. Là, je dirais c'est plus proche de la conduite, mettons, d'un VUS, qui est très bien planté, très stable, que celle d'une camionnette dans ces chemins forestiers-là. Fait que je suis très content. Donc, on vient de passer 3 merveilleuses journées en plein air dans la forêt boréale. Vous avez vu là, les magnifiques prises de vue avec le drone. Donc, on est sur le chemin du retour vers Québec. Lorsqu'on a stationné le Silverado EV au stationnement, où est-ce qu'on va, au chalet essentiellement, on était à 64 %, 435 km d'autonomie. Puis lorsqu'on a déverrouillé le véhicule ce matin, 3 jours plus tard, on était à 64 %, 435 km d'autonomie. Donc,
la même chose. On va arrêter à Roberval, probablement prendre un petit goûter, prendre une pause, aller à la salle de bain, puis on mettra peut-être un petit 30 kWh là, juste pour rassurer Gabriel, qui est un peu moins habitué que moi, puis c'est correct, puis vous savez que je respecte ça. Mais encore une fois, puis la consommation du 75 km là, pour venir ici, 34,5, 35 kWh par 100 km, donc la même consommation que sur l'autoroute. Donc c'est réellement pas stressant en Silverado EV. Et c'était la première fois que dans ce lieu de plein air idyllique, un véhicule 100% électrique se rendait. Nous sommes de retour à Roberval, donc on est sorti là, des sentiers qui n'étaient pas battus. 47 % de batterie restante, donc on est rentré à quoi? Un peu plus que 80, Alex 85, on a consommé 81, fait qu'à peu près 34 % là, de la batterie. Il nous restait un peu moins de 300 km d'autonomie. En théorie, on aurait pu se rendre à Québec avec 4 % de batterie, mais avec la configuration de la route du parc des Laurentides, on aurait atteint un point en montant où l'autonomie restante n'était pas suffisante, puis on ne veut pas trop se déranger. Donc, on va faire une petite recharge de 10 minutes avant d'aller dîner, ajouter une trentaine de kilowattheures, une centaine de kilomètres d'autonomie pour que tout soit sécuritaire. D'ailleurs, Alexandre doit de toute façon se rendre jusqu'à Montréal aujourd'hui. Le Silverado EV a fait un excellent travail hors route avec les roues de 18 pouces, là. On a quelque chose d'assez confortable. On a quand même du flanc de pneus. On sent le poids du véhicule, mais c'est beaucoup plus stable, là, je dirais quand même, qu'une camionnette 1500, pas chargée. Donc, une camionnette thermique. Donc ça fait super bien le travail à ce niveau-là. La puissance est absolument incroyable. 500 chevaux, là, ça fait super bien le travail. Le Frunk a gardé là, nos bagages à l'abri de la poussière. Donc ça aussi, chapeau à GM d'avoir fait ça. Quoi qu'il est un peu plus petit que dans le F-150 Lightning. J'ai eu 100 % de confiance de faire le trajet avec le Silverado. On est arrivé à notre destination au stationnement. Plus de 400 km d'autonomie restante, aucun stress. Est-ce que j'aurais fait ça avec un F-150 Lightning? Grosse batterie, ça aurait probablement été correct, mais je trouve que le 5WT, là, le Silverado, nous donne vraiment là, assez de marge de manœuvre pour ne pas avoir à se poser de questions. C'est excellent. On arrive à la fin, Alexandre, de notre trajet. Donc, on va arriver à Québec avec 17 % de batterie en banque. Pas trop de problèmes. Dis-moi, qu'est-ce que tu retires de cette expérience, un voyage de 700 km, incluant du hors-route, avec le Silverado EV? Ben, plus que 700 km, puisque tu es parti de Montréal. C'est ça, il y a le 600 km Québec-Montréal aller-retour. Là. C'est pas mal sans histoire. On pourrait dire à la blague que c'est quasiment plate, parce qu'en réalité, il n'y a rien arrivé. Tout ce que j'avais prédit qu'elle arrivait est arrivé. La consommation électrique n'a pas vraiment changé entre la grande route et le bois. C'était très... le grand thème aujourd'hui, c'est que c'est sans histoire. Et c'est silencieux et confortable. Oui, effectivement, c'est une meilleure expérience, je trouve, qu'avec une camionnette thermique. J'ai fait ce trajet-là beaucoup de fois avec des Tacoma, puis on a quelque chose de beaucoup plus sécuritaire, beaucoup mieux planté. Puis si on fait des longs trajets comme ça, la réalité, c'est qu'on va toujours finir par arrêter de manger, puis on a ajusté nos arrêts avec les arrêts dîner, puis c'est pas plus long. Puis il y a beaucoup de gens qui ont ri de nous et qui ont dit que c'était impossible, ça n'arriverait jamais, mais finalement, le Silverado en version 5WT, il y a assez d'autonomie pour faire ça sans histoire. Une version 8WT ou un Extended Range... Ça serait encore plus facile. Ça serait encore plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des camionnettes qui ne croient pas aux camionnettes électriques, mais la réalité, c'est que c'est des véhicules qui ont amplement l'autonomie pas de faire des longs trajets en tirant une roulotte pour aller en Gaspésie. C'est pas ça le concept. Les gens qui ont besoin d'une camionnette pour travailler, la plupart ne parcourent pas nécessairement des super grandes distances. Mais si vous remorquez et que vous vous rechargez à la maison la nuit, c'est idéal comme scénario. Là. Vous allez sauver tellement d'argent par rapport à une camionnette thermique, ça n'a aucun sens. Bien, la personne qui est propriétaire de ce véhicule-là dans lequel on est assis, essentiellement, l'essence sauvée par rapport au Silverado 5,3 litres que ce véhicule-là remplace paie la location du véhicule. C'est tout.
Puis des gens pourraient, disons, dire « Oui, mais là, vous avez rechargé sur une borne 180 kW, payé 50 quelques sous du kilowattheure, blablabla. » Mais la réalité, c'est que avant cette fin de semaine, ce camion-là n'a jamais été chargé sur une borne rapide. Jamais. Il va au quotidien, essentiellement jamais être chargé sur une borne rapide. Jamais. Quand on fait des longs trajets, ça consomme, on va dire, en dollars là, par kilomètre, l'équivalent d'un VUS régulier thermique. Puis au quotidien, ça consomme beaucoup, ça roule pour beaucoup, beaucoup moins cher qu'un véhicule thermique. Puis c'est pas mal ça. Est-ce que un véhicule de 3,6 tonnes comme le Silverado EV, est-ce que c'est réellement viable? Est-ce que c'est là? À la fin, comme vous savez, à Plus de Millage, on fait de la vulgarisation technique, puis on vous divertit en essayant de vous montrer des choses et vous faire apprendre. À la fin, pensez pas que ce véhicule-là est quelque chose d'environnementalement positif. C'est le remplacement d'un pick-up pour un pick-up. Mais est-ce que l'attrait des véhicules électriques, la douceur, le silence, la puissance, puis toute l'info nuagique qui vient autour de ça pour ceux qui l'aiment, bien, effectivement, ça fonctionne. Et la suspension indépendante à l'arrière fait que tout l'inconfort qui vient avec les grosses camionnettes, lorsqu'on fait la route pour aller au chalet à Gabriel, bien là, ça a tout été absorbé par ça. C'est comme si on conduisait un gros VUS monocoque. Oui, exactement. Pour des aventures comme ça fait super bien le travail. Si vous êtes quelqu'un qui avait une roulotte de grande taille ou un fifth wheel, hein, une remorque assez... assez lettre. Assez lettre, là. Une roulotte assez lettre. Bref, on vous recommande pas d'acheter ce véhicule-là parce que, premièrement, je pense qu'on peut pas mettre de sellette dans la boîte de la manière que le châssis est configuré. Et là, vous allez avoir une consommation électrique qui est extrêmement élevée. Puis oui, ça charge vite, mais les bornes où on peut charger le plus vite ne sont pas nécessairement disponibles. Ça ne répondra pas à ces besoins-là. Mais si vous tirez des faibles charges, vous utilisez la boîte ou vous voulez une camionnette parce que vous aimez avoir une camionnette, ça va répondre à vos besoins sans aucun problème. Et c'est pas mal ça. Je pense que ça conclut notre aventure. Je suis très satisfait d'avoir essayé ce véhicule-là. Mais j'en achèterais pas un, Alexandre. Pourquoi? Là, c'est ma théorie, puis là, vous allez probablement dire que je suis un Tesla fanboy, puis je suis fou. Le gars qui n'a pas de Tesla est un Tesla fanboy. J'ai pas de Tesla, exactement, puis je conduis un Toyota, mais je pense que là, on arrive au point où est-ce que la conduite autonome des véhicules, là, ça va devenir une réalité, ou au moins, on entrevoit que ça va réellement fonctionner. Je me sentirais pas à l'aise d'acheter un véhicule neuf aujourd'hui, puisque je garde mes autos très longtemps. Pour me projeter dans 5 ans ou dans quelques années où est-ce que là, c'est devenu le standard, toutes les voitures neuves sont équipées de conduite autonome sous licence ou d'autres marques, whatever. Puis d'avoir une auto que j'ai payée super cher qui n'a pas ces fonctionnalités-là. Fait que moi, en fait, si je changeais mon auto, je pense que j'achèterais quelque chose d'usagé puis j'attendrais qu'on ait clarifié le contexte réglementaire et réel de la conduite autonome. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, mais moi, la seule chose que je veux dire, c'est il n'y a rien qui est sûr avec toutes les histoires de conduite autonome, malgré que j'utilise les versions les plus récentes de la FSD dans mon véhicule à tous les jours. Ben, c'est le contexte réglementaire en réalité qui va driver toute la patente et aussi la performance hivernale qui, encore une fois, va vraiment falloir qu'elle soit mise à l'épreuve. Donc, si vous avez aimé cet épisode, notre épisode annuel où on va dans le bois, ben laissez-nous un pouce, abonnez-vous à la chaîne, puis laissez-nous des commentaires, puis on va se laisser là-dessus.